Avec l'arrivée d'Agnès Buzyn dans la course à la mairie de Paris, la bataille pour conquérir le trône de la capitale semble relancée. Un temps en tête des sondages, Anne Hidalgo se voit désormais devancée par Rachida Dati à moins d'un mois du premier tour. La primaire démocrate a donné lieu à une véritable foire d'empoigne entre les candidats aux États-Unis. Le milliardaire Bloomberg en a pris pour son grade quand les différentes tendances modérées comme socialistes se sont écharpées. Si Bernie Sanders paraît le plus à même de l'emporter, le grand vainqueur semble plus que jamais être Donald Trump. Alors que les vacances d'hiver sont propices à la pratique du ski, certains domaines pâtissent du manque de neige. Pour répondre à la demande, un village des Alpes du Sud a dû héliporter l'or blanc. Madame, Monsieur, bonsoir. 8 candidats pour un trône à un mois du premier tour des élections municipales. La candidature d'Agnès Buzyn a rebattu les cartes dans la capitale. Rachida Dati fait désormais la course en tête dans les sondages devant le maire socialiste Anne Hidalgo et l'ancien ministre de la Santé. Agnès Buzyn chamboule la campagne des élections municipales à Paris, fraîchement débarqué pour remplacer Benjamin Griveaux. L'ancien ministre de la Santé tente par tous les moyens de se faire une place en un temps record. À moins d'un mois du premier tour, c'est donc une nouvelle campagne qui s'est ouverte et à peine intronisée. La candidate La République En Marche s'est débarrassée des promesses phares et farfelues du candidat Griveaux. Le déplacement de la gare de l'Est pour créer un Central Park parisien et l'apport de 100 000 € pour permettre l'achat d'un appartement. Pour sa première expérience électorale, Agnès Buzyn veut donc lancer une nouvelle dynamique pour rattraper son retard sur Anne Hidalgo et Rachida Dati. Si un rapprochement avec le candidat dissident Cédric Villani a un temps paru envisageable, l'espoir a été de courte durée, le mathématicien ayant demandé à l'ancien ministre de s'aligner sur son programme. En affirmant avoir tendu la main à l'ancien marcheur, Agnès Buzyn se positionne en candidat du consensus, renvoyant la responsabilité de la division à Cédric Villani. Malgré cette épine dans le pied de la majorité, Agnès Buzyn évite toutefois le naufrage. En effet, selon un sondage Odoxa, le premier depuis le retrait de Benjamin Griveaux. L'ancien ministre de la Santé est crédité de 17% des intentions de vote, soit un point de plus que son prédécesseur. Pas de révolution à l'horizon donc, mais sa candidature a tout de même des conséquences pour ses rivaux, et notamment pour Rachida Dati. Pour la première fois, le chef de file des Républicains arrive en tête des sondages devant la candidate socialiste Anne Hidalgo. Crédité de 25% des intentions de vote dans le sondage Odoxa, l'ancien garde des Sceaux est sur la pente ascendante et redonne espoir à la droite parisienne, éloignée de la mairie centrale depuis 2001. Rachida Dati est d'ailleurs la seule à bénéficier de la nouvelle candidature d'Agnès Buzyn, accent toujours sa campagne sur la propreté et la sécurité. Avec 23% des intentions de vote, Anne Hidalgo ne progresse pas mais ne faiblit pas non plus. Et si Rachida Dati présente la meilleure dynamique, les différentes hypothèses d'alliance testées pour le second tour donnent toute Anne Hidalgo gagnante. En effet, elle bénéficierait d'un report des voix des écologistes pour le moment crédité de 14%. Pour autant, la victoire n'est pas encore acquise pour l'édile socialiste. Son bilan est extrêmement contesté et 37% seulement des Parisiens souhaitent sa réélection. Et les derniers dossiers embarrassants pourraient lui coûter très cher. Selon des informations du magazine Capital, la masse salariale de la ville se serait en effet envolée de 17%, soit 3 fois plus vite que l'inflation. La mairie ne mettrait pas en ligne sur son site ses documents administratifs compromettants et de nombreuses délibérations du conseil municipal concernant les dépenses ou l'endettement seraient manquantes. Par exemple, le magazine pointe du doigt des chiffres prétendus erronés dans les présentations comptables. Le montant des emprunts ne serait pas de 192,63 millions d'euros, mais de 1,04 milliard d'euros. Les 812 millions d'euros manquants correspondraient au loyer que la municipalité s'est fait verser avec 30 ans d'avance par les offices HLM pour boucler ses trous de trésorerie. Des casseroles qui pourraient compter et bénéficier à la droite dans le bras de fer qui s'annonce entre Rachida Dati et Anne Hidalgo. L'intérêt du scrutin résidera probablement dans l'entre-deux tours, le report de voix et les potentielles alliances ou ralliements des candidats Buzyn, Béliard et Villani. Loin derrière cette équipée de tête, Daniel Simonet de la France Insoumise et Serge Federbusch, soutenu par le Rassemblement National et le Parti chrétien-démocrate, devront s'accrocher pour atteindre 5% des voix. Partons aux États-Unis à présent, pays dans lequel l'opposition démocrate au président Trump n'en finit plus de s'écharper. Une campagne rude qui devrait profiter à Bernie Sanders et donc indirectement aux républicains. Olivier Frère-Jacques. Un nouveau débat et Bernie Sanders qui s'impose presque comme une évidence pour les démocrates américains.
La campagne du parti a donné lieu à un échange parfois vif entre les différents candidats à la candidature suprême. Des candidats très divisés mais qui ont su un temps se rassembler contre une personne, et il ne s'agit pas de Donald Trump mais d'un autre milliardaire, Michael Bloomberg. L'ancien maire de New York a semble-t-il agacé avec sa campagne de nouveaux riches consistant à noyer les électeurs de ses contenus électoraux publicitaires sur l'internet et à la télévision. À cela s'ajoute sa personnalité. Il est en effet réputé comme étant misogyne et a conclu des accords de non-divulgation avec des femmes qu'il aurait humiliées par le passé, mais aussi la politique hyper sécuritaire qu'il a pu mener à New York. Show à l'américaine oblige, les échanges ont eu lieu sur un plateau télé installé à Las Vegas. Les petites phrases n'ont pas non plus manqué vis-à-vis de Bloomberg, mais aussi entre les autres candidats, ceux de tendance centriste qui se battent pour le même électorat. Klobuchar et Buttigieg se sont ainsi écharpés. Leur alter ego Joe Biden semble pour sa part définitivement hors jeu. Puis le sénateur Amy Klobuchar s'en est finalement pris à Bernie Sanders et Bloomberg, accusés de ne pas être membres du Parti démocrate, l'un voulant, selon elle, acheter le parti quand l'autre voudrait y mettre le feu. Elizabeth Warren, elle, à l'instar de Bernie Sanders, a tenu une ligne dure, estimant qu'un excès de modération ne permettrait pas de battre un candidat comme Donald Trump. Et c'est là tout le dilemme des démocrates américains. Présenter un candidat modéré sera inefficace contre la machine à provoquer qu'est Donald Trump. Présenter un candidat socialiste comme Bernie Sanders ne fonctionnera pas non plus. Si l'élection de l'actuel président a montré que presque tout est possible outre-Atlantique, l'arrivée aux manettes de Bernie Sanders constituerait une rupture historiquement majeure dans l'histoire des États-Unis, faisant passer la première économie capitaliste au monde sous une forme de socialisme culturellement difficilement imaginable pour ce pays. Et pourtant, c'est bien Bernie Sanders et sa défense de la couverture médicale universelle qui a tenu la dragée haute à ses concurrents. Un candidat qui ne pourra pas gagner contre Donald Trump, mais qui peut espérer poser les fondations pour un renouveau de la gauche états-unienne et faire de cette défaite un point d'ancrage pour une victoire future, un peu à la manière du candidat républicain Goldwater, défait en 1964 dans son duel avec Johnson, mais qui aura préparé le terrain idéologique au futur président Nixon. Difficile, en tout cas, d'imaginer les démocrates sortir un candidat à la hauteur du chapeau des primaires. Donald Trump, dont la cote de popularité ferait rougir de nombreux chefs d'État occidentaux, peut en tout cas dormir sur ses deux oreilles. Et en cette période de vacances d'hiver, direction les Alpes du Sud, alors que de nombreux vacanciers profitent de leurs congés pour rejoindre les stations de ski, certains domaines manquent de neige. Pour la première fois, un village a été obligé d'héliporter de la neige pour ouvrir ses pistes. Le manteau neigeux est une matière précieuse qui se sculpte à la dameuse. Presque chaque nuit, Bruno prend les commandes pour étaler la neige et combler les trous. Le reste du temps, dans ce chalet-usine, il produit de la neige de culture. Dans les stations de basse altitude, comme ici à Montclar-les-Deux-Vallées, ces technologies sont cruciales. Les périodes de froid sont de plus en plus courtes et il ne faut pas les rater. Et c'est pour ça que la tendance est sur les investissements est à augmenter la capacité de production instantanée pour pouvoir enneiger la totalité du domaine le plus rapidement possible. Cette station des Alpes de Haute-Provence a été construite dans les années 60, à 1350 mètres d'altitude. Mais entre-temps, le réchauffement climatique a fait remonter la limite pluie-neige de 1200 à 1500 mètres d'altitude. Ces derniers jours, l'enneigement est plutôt favorable. Mais pour la première fois cette année, pour combler un trou sur les pistes, de la neige a dû être acheminée par hélicoptère depuis le sommet de la montagne. En 3 heures de temps, nous avons fait ce pansement et pu dès le lendemain ouvrir la piste principale qui redescendait l'ensemble de nos clients à 1350. Ce choix a été un choix difficile à faire, mais il a été aussi motivé par le fait de ne pas mettre nos salariés au chômage partiel. 350 emplois directs et indirects dépendent de l'économie de la neige, l'or blanc. Le domaine emploie notamment des agriculteurs de la région qui auraient mis la clé sous la porte sans ce complément de revenus. Il y a 3 ans, la station a failli fermer avant d'être reprise par certains de ses employés. Lionel Haut s'est personnellement endetté. Il croit dur comme fer à l'avenir de ce domaine. Il faut préparer l'avenir, ça c'est sûr. Il y a un réchauffement, il ne faut pas le nier. Mais par contre, on a toujours de la neige quand même en altitude. Moi, ça fait 25 ans que je suis là et j'ai connu beaucoup de mauvaises saisons. Et maintenant, avec la neige de culture, quand même, ça a pallié.
et il faut monter en altitude. Donc tous les services seront ici à l'arrivée à 2000 et il n'y aura pas de souci. Et il faut vraiment anticiper aussi pour l'été, où même on est quand même ouvert, la station de ski est ouverte 100 jours l'été, c'était énorme, et 100 jours l'hiver. Voilà. Donc on va essayer de développer aussi l'été. Développer les activités en toute saison, c'est ce qu'on appelle la diversification. Un des thèmes de ce congrès sur l'avenir des Alpes organisé à Lyon. Mais les chiffres n'y sont pas. Les retombées estivales atteignent péniblement 10% du chiffre d'affaires des stations et certaines ne pourront pas survivre. C'est là où il y a une forme de fracture territoriale, altitudinale qui va se créer en fait, dans le futur proche. Alors, dans un premier temps, voilà, tout le monde va réussir à peu près à tirer son épingle du jeu, même dans les basses altitudes, parce que la variabilité de l'enneigement fait qu'on aura quand même des années où il y aura de la neige. Si on regagne 1 degré, 1,5 degré, 2 degrés d'ici 30 ans, à ce moment-là, ça va devenir très compliqué sur les basses altitudes. Donc il faudra qu'ils aient déjà engagé une diversification. La course à l'investissement dans les technologies pourra-t-elle sauver l'économie de la montagne? Rien n'est moins sûr. Au XXe siècle, les températures dans les Alpes ont augmenté 2 fois plus vite que sur le reste du territoire. Et on retrouve Olivier Frère-Jacques pour l'actualité en bref. Brest, légèrement secoué par un tremblement de terre. Mercredi, dans la soirée, un séisme de magnitude 3,8 a été enregistré dans la ville du Finistère. Selon le réseau national de surveillance sismique, le séisme s'est produit à 10 km de profondeur. Aucun dégât majeur n'a été constaté. Nouvelle vidéo choc révélée par l'association L214, une séquence tournée dans le plus grand abattoir de veau de France, celui de Saubeval, en Dordogne, a été dévoilée jeudi. Elle montre comment les veaux sont abattus dans cet établissement, des méthodes pour le moins contestables. On y voit effectivement des animaux s'effondrer dans le box de contention alors qu'ils doivent être normalement maintenus jusqu'à la mort. Certaines bêtes sont aussi abattues sans étourdissement conformément aux exigences du halal et du kasher, des procédés tolérés par dérogation malgré les problèmes sanitaires et éthiques qu'ils peuvent poser. Une pratique d'autant plus étonnante dans cet abattoir qui dispose de la certification Label Rouge et Agriculture biologique. La préfecture de Dordogne a d'ores et déjà réagi après la diffusion des vidéos et considère qu'il n'y aurait pas d'effraction visible sur les images. Mobilisation en chute libre contre la réforme des retraites. Après les grandes manifestations des mois de décembre et de janvier, c'est assez naturellement que la mobilisation se réduit à peau de chagrin. Pour cette 10e journée de grève interprofessionnelle, ils étaient quelques dizaines de milliers à manifester à travers la France. En dépit du retentissant retrait de la CGT de la conférence de financement, la grève et les manifestations devraient peiner à reprendre alors que le débat parlementaire a débuté en début de semaine. 1 million pour Fillon. L'Assemblée nationale demande exactement 1 81 219 € de dommages et intérêts à l'ancien Premier ministre et à son ancien suppléant à l'Assemblée nationale dans le cadre de l'affaire des emplois présumés fictifs. Ces sommes sont les rémunérations possiblement perçues à ne rien faire, ou en tout cas pas du travail parlementaire par son épouse. Le procès Fillon, qui se déroule jusqu'au 11 mars devant le tribunal correctionnel, a des allures d'acharnement, selon les soutiens de l'ancien Premier ministre. En effet, si François Fillon a possiblement détourné beaucoup d'argent du contribuable au profit de ses petits intérêts familiaux notamment, il apparaît aujourd'hui comme un bouc émissaire un peu facile à attaquer quand des individus comme le député Rugy, de la majorité, n'est pas franchement inquiété, ou que les très controversés comptes de campagne de 2017, toujours de la majorité, sont bien opportunément passés sous silence. Moins de cas de contamination mais plus de morts jeudi. Un homme et une femme qui étaient en croisière à bord du Diamond Princess sont décédés. Les octogénaires sont les premiers cas mortels parmi les plus de 600 porteurs confirmés du virus sur le navire placé en quarantaine au large de Tokyo. Par ailleurs, 443 personnes ont pu débarquer après avoir été testées négatives. De son côté, l'Iran a annoncé 2 morts du Covid-19, les premiers enregistrés au Proche-Orient. Ce nouveau bilan porte à 10 le nombre de morts du coronavirus hors Chine continentale. En tout, 2128 personnes sont décédées dans le monde et plus de 74 000 cas de contamination ont été recensés en Chine. La Commission nationale chinoise de la santé, elle, a annoncé un nombre de nouvelles contaminations en forte baisse, seulement le quart du chiffre annoncé la veille et la plus faible augmentation depuis près d'un mois, des chiffres à prendre avec des baguettes.
Martin Fourcade de retour au sommet après une année 2019 compliquée. Le biathlète français a remporté mercredi un 11e titre mondial en dominant l'individuel des mondiaux de biathlon. Le quintuple champion olympique en a profité pour s'adjuger le petit globe de cristal de la spécialité, le 25e de sa carrière, et reste plus que jamais en tête du classement général de la Coupe du Monde. Avec cette victoire, Martin Fourcade entre un peu plus dans la légende en égalant le record de médailles d'or sur le plan individuel du Norvégien Ole Einar Bjørndalen. Et dans un instant, notre Zoom du jour, le philosophe Alain de Benoît et le président de l'association Renaissance catholique, Jean-Pierre Maugendre, débattent de la surpopulation. Mais quand vous parlez de la transition démographique, vous êtes content qu'il y ait cette transition démographique ou vous vous en affligez? C'est ce que je ne parviens pas à comprendre dans votre position. Je vais vous poser la question autrement. Je l'observe déjà, c'est un fait. Oui, mais c'est très bien. Moi aussi, on est tous là avec nos lunettes, c'est comme l'entomologiste ou l'astronome. Mais j'aimerais bien savoir exactement quelle est votre position. Je comprends bien que vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est très bien, d'ailleurs moi j'adore qu'on ne soit pas d'accord avec moi. Mais est-ce que vous pensez que je suis trop pessimiste, que mon point de vue est prématuré, c'est-à-dire que je pense qu'on est un peu trop, mais que ce n'est pas le cas, qu'on peut encore en prendre... Attendez. Oui. Est-ce que vous êtes un populationniste ou un partisan de la limitation des naissances? Vous pensez que non, la charge, on n'y est pas encore, peut-être qu'on y sera, mais donc mon jugement est seulement un peu hâtif ou prématuré. Et ce soir, retrouvez également immédiat Jean-Yves Le Gallou et Michel Geoffroy évoquent l'affaire Benjamin Griveaux et la prochaine cérémonie des Bobards d'Or. Également au programme, un nouveau numéro de Synthèse. Roland Elie reçoit Arnaud Menu et Jacques Casanova pour rendre un dernier hommage à Roger Olindre. Et tout de suite, mes libertés politiques avec François Biot de Lochner. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À demain. Bonsoir. Une question légitime taraude nombre de Français. Macron perd-il la raison ou, pour parler plus simplement, devient-il complètement dingue? Une froide analyse de ce qu'il dit et fait depuis 3 ans laisse à penser que l'homme déraisonne à grande échelle, déraille grave, comme on dit à Neuilly. Or, sa dinguerie tend à accélérer à la vitesse de la fusée Ariane et cela devient terriblement inquiétant pour la France. Macron devrait être le premier responsable d'un pays qui, en dépit de la déconstruction systématique menée par les élites au pouvoir, reste encore un pays important. Tout ce qu'il dit ou fait devrait donc être empreint d'intelligence, de profondeur, de subtilité. Tout ce qu'il dit ou fait devrait grandir le pays dont il devrait être le chef, c'est-à-dire ce pays, c'est la France tout de même. Or, Manu aligne au kilomètre des déclarations d'une vacuité, d'une stupidité, d'une inculture comme nous ne l'avons jamais vu dans l'histoire de France. Ainsi, sa déclaration récente, par laquelle il compare la colonisation française à la Shoah, montre à quel point de crétinitude stratosphérique se situe son cerveau ou ce qu'il en reste. Car enfin, oser comparer une colonisation qui a prodigieusement développé les pays colonisés, oser la comparer au camp de la mort est tout simplement honteux. C'est un scandale inouï, c'est un coup de poignard mortifère lancé dans le cœur de nos amis juifs. La question qui se pose est très simple. Peut-on laisser aux manettes de la France un tel individu? Phénomène aggravant. Ces ministres sont manifestement atteints par le virus du crétinisme.
Lorsque l'on entend une ministresse dire qu'il faut rouler en voiture avec le vent dans le dos pour faire des économies d'essence, l'on a envie de s'arracher les oreilles et de se crever les tympans. Et lorsque l'on entend une ministresse dire qu'il faut revenir au principe de réalité et donc rouler désormais en trottinette, l'on a envie de lui arracher la langue et de jeter sa langue au chien. Pour revenir à Macron, une photo qui a beaucoup circulé le montre enlaçant amoureusement un Africain immense, déshabillé bien sûr. Et là, l'on a envie de se crever les yeux. En bref, comme le disait Pépin, il reste à déposer celui qui restera dans l'histoire comme Manuelus Macronosculus, l'homme qui ressemblait étrangement au dernier empereur romain nommé par dérision Romulus Augustulus. S'il finit par hasard son mandat, il faut espérer que les 2/3 des Français qui ont compris le danger qu'offre l'animal ne le reconduisent pas en 2022. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.